Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous allons commenter l'actualité, débattre aujourd'hui, toujours le point réforme des retraites, évidemment. On va éventuellement parler du scandale Orpea. Un an après, qu'est-ce qui a changé dans les EHPAD? Pas grand-chose à l'occasion de il y a eu des progrès, mais pas suffisamment. On en parle à l'occasion de la suite du livre de Castanet. Et Sophie de Menton vient d'entrer dans le studio. Pour débattre aujourd'hui, Alexandre Mancino, bonjour. Vous êtes avocat, président du Cercle Orion et du mouvement Agora. Bonjour à vous. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour à vous. Et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Tous ces sujets avec vous. Et puis on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et on va commencer peut-être avec vous, Alexandre Mancino. Oui, alors j'aimerais revenir un peu sur les manifestations actuelles contre la réforme des retraites et le comportement d'un certain nombre d'élus de la République, pour ne pas les citer, Sandrine Rousseau et consorts, qui en réalité défendent une sorte de désobéissance civile face à certains manifestants qui ont été emprisonnés pour des actes délictueux. Donc on voit par exemple Sandrine Rousseau devant un commissariat défendant des gardés à vue qui se sont opposés un certain nombre de mises en demeure de forces de l'ordre. Donc moi je pense qu'il faudrait quand même rappeler un certain nombre de principes. Être élu de la République, c'est quand même respecter un certain nombre de règles communes et l'ordre républicain. Seul l'État, je le rappelle, a le monopole de la violence légitime. Et il ne s'agit pas ici de promouvoir et de défendre des actes délictueux pour des causes idéologiques et dogmatiques, puisque que nous dit Sandrine Rousseau et un certain nombre de députés insoumis, c'est qu'en réalité, l'ensemble de ces actes, qu'ils soient du vandalisme contre des tableaux ou encore des outrages à agents, dès lors que c'est justifié selon eux par des considérations idéologiques supérieures selon leur propre doxa, eh bien tout est permis. Mais moi je pense qu'il faut vraiment faire très attention, parce que si des élus se mettent justement à ce genre d'incivilité en défendant en réalité ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'ils existent, c'est leur principe. Ils s'appellent insoumis et veulent la révolution. Mais c'est très dangereux. Mais très dangereux. Mais là, vous avez un discours raisonné, alors que eux sont hors normes. Et ils ont décidé, effectivement, d'être révolutionnaires et d'être contre la loi. Donc, c'est même pas la peine. Et en plus, je veux dire, ils ont des propos au-delà de l'absurde et des comportements inadmissibles. Alors, Alexis sourit. Alexis Poulain, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Non, de toute façon, il n'y a plus aucun parti en France maintenant qui a un objectif révolutionnaire, je vous rassure, y compris le Parti communiste. Les insoumis, les communistes, ils sont formidables, les communistes. Ils respectent d'ailleurs totalement le cadre de l'état de droit. Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon rappelant toujours que c'est dans les urnes que se règlent les différends et pas dans la rue, même si la rue est un moyen de pression. Et on voit bien que la limite démocratique en France... Moi, j'habite là où il y a des jets orange, vous savez. Alors ça, c'est encore autre chose. Cette action-là, non, mais c'est toujours autre chose. Pour le climat, c'est de l'agite propre, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu une frange qui fait ça. Et effectivement, ça fait pas forcément avancer les causes. Mais ce qu'on voit, c'est que malheureusement, dans notre pays, il faut toujours ce rapport de force. Alors, c'est peut-être une mauvaise habitude française, je ne sais pas, pour faire avancer les choses, pour que le débat parlementaire avance aussi. Jusqu'où le rapport de force? C'est toute la question. C'est la question. Le droit sur être là où commence celui des autres. Et là, en l'occurrence, dans ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité, c'est très dangereux parce que justement, la limite, où est la limite, si vous voulez? Le cadre légal de l'état de droit n'est pas anodin. Et je pense que s'il est bafoué comme ça par des élus de la République, je crois vraiment que c'est la porte ouverte à tout. Et ça, c'est Samuel, au-delà de l'action politique et puis des positionnements de Sandrine Rousseau dont on sait qu'ils sont très souvent farfelus,
le souci qu'il y a, on parlait des tableaux par exemple, on parlait des tableaux et des différents délits qui sont commis. La réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de Français qui ont confiance dans la justice de ce pays. Je rappelle juste ce qui s'est passé ce week-end. On a eu le procès des agresseurs d'Axel Dorier, qui est morte traînée, dont le corps a été traîné sur 800 mètres à Lyon. Évidemment, encore une fois, les accusés n'ont pas été mis en examen pour meurtre, mais pour violence volontaire et entraîner la mort sans volonté de la donner. Le principal agresseur n'a pris que 12 ans de prison. Et on apprend le lendemain par son avocat que finalement, il pourrait demander un bracelet électronique dès 1 an de prison. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense qu'il y a un vrai manque de confiance aujourd'hui dans la justice qui se justifie, et c'est lié à ce qui était dit sur les délits, qu'en fait, on a l'impression que certaines personnes ont l'impression qu'elles peuvent commettre n'importe quel délit et qu'il n'y aura pas de punition ensuite, effectivement. Ouais, c'est... Alors, c'était votre coup de cœur. Alors, Sophie, vous avez un coup de cœur ? Non, enfin, c'est pas un coup de cœur, c'est un remords. C'est-à-dire que on a dans ce studio, on a à juste titre critiqué vivement tous les politiques qui, dès qu'ils avaient fini quelque chose, qui n'étaient plus en poste, écrivaient un bouquin. Et donc on a d'ailleurs critiqué, moi la première, Roselyne Bachelot, en disant que c'était invraisemblable, etc. Il se trouve que j'aime pas parler des choses sans les lire, donc j'ai acheté son livre et je l'ai lu. Et ben je vais vous dire, c'est un excellent livre. Et je mea culpa. Non mais parce que quand j'ai vu votre coup de cœur, je me suis dit, est-ce qu'on a besoin de faire de la publicité avec Roselyne Bachelot ? La façon dont elle a présenté, la façon dont elle a présenté sa rencontre avec Brigitte Macron sur l'histoire de la flèche de Notre-Dame, en laissant croire que Brigitte Macron était très enthousiaste à l'idée d'ériger une sorte de phallus avec deux boules. J'ai trouvé ça particulièrement. Vous l'avez lu ? Non, je l'ai pas lu, mais je vous promets. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas mon genre quand même. Non. Et il se trouve qu'elle décrit l'état de notre pays. Elle décrit la puissance qu'elle a. Enfin, elle y a participé, bon sang. Non, mais alors attendez. C'est trop facile. Personne ne fait de politique à ce moment-là. Parce que plus personne ne peut rentrer au gouvernement. C'est trop mauvais. Avec tout ce qu'il peut y avoir de paralysie administrative, il faut pas y aller. Elle y est allée, c'est vrai. Elle y est allée. Elle n'y est pas allée une fois. Elle n'y est pas allée une fois. Elle avait dit qu'elle n'y retournait pas. Elle y est retournée. Non, mais c'est vrai. Et il n'empêche que son livre est bon, parce qu'il y a une analyse incroyable. Mais un culpa, elle le fait de temps en temps elle-même, en disant j'ai pas pu faire, là j'ai pas eu le courage de... Elle raconte ce qui s'est passé, y compris au César, où elle était là absolument scotchée, disant est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas. C'est là d'ailleurs qu'elle a attrapé le Covid. Je vous promets que j'ai lu ce livre avec un esprit critique. Ce livre est descriptif, je parle pas de Roselyne Bachelot, peu importe la personne. C'est un descriptif de l'incapacité qu'il y a au niveau de la culture, la demande, les demandes de protection d'un domaine aussi qui... Mais on démissionne dans ce cas-là. Mais oui. Enfin, je veux dire, on reste pas, c'est trop facile. Elle a resté combien de jours, c'est le titre du livre d'ailleurs. Oui, mais Non mais alors ça c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on démissionne ou est-ce qu'on essaie de se battre ? Eh ben moi je trouve qu'on démissionne pas. On met les pieds dans le plat, elle a essayé. C'est assez étonnant parce que c'est une femme étonnante quand même. Oui, non, mais... Elle a essayé jusqu'au bout. Moi, je suis pas du genre qui démissionne. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Effectivement, je crois que dès lors qu'on a des responsabilités, on essaie non pas forcément d'atteindre l'idéal, mais du moins d'y tendre. Oui, mais après, vous crachez pas dans la soupe. Enfin, je sais pas. Et à partir du moment où on peut prendre un peu de recul, effectivement, il y a analysé un peu l'action. Samuel, vous l'avez lu ? Non, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas eu ce plaisir. D'un livre que personne n'a lu. Non, mais je vous parle de notre livre après. Je vous parle du principe. Le principe, il n'est pas bon. Ben non, le principe, il n'est pas bon. Donc, oui, mais ils ont tous fait ça. Ils écrivent des bouquins parce qu'ils ont l'impression. Oui, pas que. Ce que ça nous rappelle aussi, c'est ce qui avait été fait et dit par l'ancien ministre Gérard Collomb. On a l'impression qu'en fait, il faisait pas grand-chose pour la sécurité des Français lorsqu'il était ministre. Et après qu'il quitte le ministère, il nous explique qu'il y a des Français qui vivent côte à côte et après qui vivront face à face. On a l'impresation que ces ministres ne font rien. Alors peut-être il a démissionné, lui. Peut-être que c'est un souci administratif. Peut-être que c'est un souci d'incapacité des ministres à agir à cause d'une partie de l'administration. Peut-être, en partie, mais pas seulement. Et en fait, c'est un peu facile, une fois qu'on a quitté le pouvoir, de dire on aurait dû faire ceci ou cela. Le problème, c'est que ça se répète et que les Français le voient. Elle décrit, je vous conseille de le lire, feuilletez-le si vous voulez pas l'acheter, lisez-le debout dans la librairie, mais est-ce qu'on a besoin d'elle pour connaître l'état de la société? Est-ce qu'il y a pas... Est-ce qu'il y a choses
Bon, écoutez, on le Et lira. surtout dans le monde de la culture. Enfoncer les portes ouvertes, Oui, parce très, 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 pour pas qu'on lâcher. sait quand même que... Enfin, il y a même un ministre qui s'en désolait récemment dans les Échos, je crois, en disant qu'on ne sert à rien, quoi. Donc les ministres savent qu'ils servent à rien, que c'est une comédie. On sait qu'en France, on a un millefeuille administratif qui fait que l'administration est devenue un monstre incontrôlable. Faut le dire et le redire et essayer de lutter. Ça enfonce des portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait en réalité contre ça? On a encore un gouvernement pléthorique avec Madame Borne. Avec Monsieur Castex, pareil, on n'a jamais autant de ministres qui servent à rien. C'est du délire. Je suis d'accord. Qu'ils fassent des livres, ça prouve quoi? Qu'ils font encore moins que prévu. Bruno Le Maire est un grand écrivain. Je ne sais pas si c'est un bon ministre du budget. Donc le problème, il est là. On a une administration en France qui pompe toutes les ressources et qui sert à rien. Oui, il y a des gens qui, il y a des gens, et on va en parler avec Samuel Lafont dans un instant. Oui, mais qu'est-ce que pas sur les retraites. C'est trop joli, on est là avec bon. Eh ben, vous savez quoi? Une révolution prolétarienne. Allez, on va dans un instant, on va parler du livre de Christophe Guilluy, j'ai du mal à dire son nom, Les Dépossédés, qui pour le coup fait un état des lieux de la société et qui me semble un tout petit peu mieux placé pour le faire, mais on y revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, on continue notre tour de table, coup de cœur, coup de gueule. Samuel Lafont, c'est un coup de cœur pour le livre Les Dépossédés de Christophe Guilluy. Oui, ce livre-là, pour ceux qui le regardent en vidéo, Christophe Guilluy, Les Dépossédés. Christophe Guilluy qui est un auteur connu notamment pour la France périphérique, pour son expression de France périphérique, des Français qui, grosso modo, n'habitent pas dans la métropole. Je conseille à chaque auditeur de Sud Radio de lire ce livre parce qu'enfin, on entend parler de Français dont on ne parle pas au quotidien. Puis moi, vous l'avez lu. Oui, effectivement, je l'ai lu. Je vous en parle un petit peu, je l'ai lu. La réalité, c'est que, et Christophe Guilluy l'a décrit très bien, c'est qu'aujourd'hui, dans le système qui a été mis en place depuis des décennies, on a des conséquences aujourd'hui, en France, qui sont que ce sont les métropoles qui sont au centre du jeu politique, au centre du jeu culturel, économique, et que les Français qui habitent hors des métropoles sont de plus en plus dépossédés. C'est pourquoi il en fait le titre de son ouvrage. Notamment, évidemment, on en parle souvent ici, mais avec la disparition des services publics dans de nombreuses communes en dehors des métropoles, la difficulté pour ces Français de vivre du fruit de leur travail, la difficulté pour eux de continuer à travailler en ayant à faire des distances extrêmement longues en voiture et à payer le carburant très cher. Il parle également des ZFE, donc ces zones à faible émission qui devraient être mises en place prochainement, qui comparent à un retour de l'octroi. Bref, le livre est passionnant. Il est très synthétique sur cette situation de Français qui sont complètement oubliés de nos pouvoirs politiques et dont la situation est de pire en pire. Je vous lis un passage très court et qui me semble important. Il nous dit en début de chapitre 3, « Le décalage entre les faits et leur représentation a rarement été aussi saisissant. Le monde d'en haut se citadélise, mais promeut la société inclusive. » Et donc, il y a tout un passage sur cette hypocrisie de discours bienveillants de société inclusive et de réalité vécue par de très nombreux Français. Eh ben, c'est chez Flammarion, Christophe Guilluy, Les Dépossédés. Oui, vous l'avez lu, Alexis Poulain? J'ai lu son interview dans le Figaro, c'était lundi, mais c'est un livre, je pense, important parce que il explique la disparition programmée de la classe moyenne en réalité, qui a été une des avancées des 30 Glorieuses, de dire vous allez avoir à peu près la promesse de cette American Way of Life, quasiment, une voiture, une maison, des équipements électroménagers, etc., une retraite, une sécurité sociale, tout ça disparaît. La voiture, elle va être électrique, elle va être trop chère. La maison, on peut même plus se loger. Alors dans les villes, n'en parlons même pas, mais ça devient impossible quasiment. La retraite, eh bien voilà, c'est maintenant. Les impôts, c'est pour eux. Les impôts, ça continue. Et donc cette classe moyenne, elle est totalement pressurisée, elle est en train de disparaître. Et il parle du fait majoritaire. Et on a des gens qui gouvernent qui ne sont pas du tout majoritaires. Et pourtant, ils gouvernent. Et là, il y a un vrai problème parce qu'il y a une dichotomie, il y a même une schizophrénie au sein du pays entre ceux qui voient bien qu'il y a un problème. Le problème migratoire, le problème économique, le problème territorial, et ceux qui sont dans un récit du pouvoir, bunkérisé, comme c'est dit, dans des citadelles de pouvoir, les villes, et qui racontent n'importe quoi, totalement coupé de la réalité, et qui font des politiques qui sont à côté de la plaque systématiquement. Et ça, il y a... Moi, je voudrais faire la révolution de la petite bourgeoisie.
De la classe moyenne. La classe moyenne. Non, mais il faut sauver la classe moyenne. Et sauver la aujourd'hui, bourgeoisie. Évidemment, vous n'avez rien qui est fait dans ce sens-là, si ce n'est des politiques du chèque, en disant un petit chèque pour prendre un peu d'essence, un petit chèque pour... Mais vous avez... Là, le Canard enchaîné, par exemple, ce matin, annonce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a enterré un rapport pour baisser le prix des péages de 60%, puisque les sociétés d'autoroutes se gavent. Voilà ce que fait le ministre de l'économie. Rien n'est fait en direction des classes moyennes, sauf les tondre, rendre la vie plus difficile et faire en sorte qu'ils disparaissent petit à petit. Vous avez d'autant plus raison que la classe moyenne, c'est aussi une forme de colonne vertébrale de la société. C'est elle qui éduque un peu ses enfants. C'est elle qui, effectivement, a vaguement... C'est ce qu'on appelait la bourgeoisie, mais maintenant, quand on dit bourgeoisie, c'est la classe moyenne supérieure, une classe moyenne. C'est-à-dire ceux qui se trouvent à ne pas avoir d'aide parce qu'ils sont au-dessus, légèrement au-dessus de ces aides et ceux qui sont très riches et qui n'en ont pas besoin. Toutes les dictatures et tous les pays qui arrivent à émerger, c'est ceux qui font émerger une classe moyenne. Et nous, on est en train de la faire disparaître. On a eu, historiquement, le pays est toujours divisé entre la province et Paris. Je crois que ça a été l'un des grands reproches d'ailleurs du gouvernement actuel, notamment en 2017. Je crois que un certain nombre d'efforts ont été faits quand même vis-à-vis de la ruralité, vis-à-vis des territoires, de la province. Je crois que de quoi s'agit-il ? Enfin là, vous avez tout à fait raison sur le constat. Je crois que la classe moyenne aujourd'hui est essentielle elle constitue vraiment l'essor, le cœur vital du pays, et je crois qu'elle ne doit pas évidemment être oubliée, être laissée de côté. Je crois que tous les soucis que vous avez pointés du doigt, qu'ils soient économiques, qu'ils soient fiscaux, notamment l'incitation, l'attractivité du territoire, le côté l'impôt sur le revenu, un peu des sociétés, parce que rappelons-le, la classe moyenne, c'est aussi les petites et moyennes entreprises qui peinent chaque mois à boucler le budget. Donc je crois qu'il faut le rappeler, tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques. Mais je crois que c'est un problème vraiment très structurel dans le pays. Paris et la province, c'est quelque chose de très historique. Maintenant, comment peut-on justement y remédier ? Je crois qu'un énième acte de décentralisation serait, je pense, vraiment nécessaire. Emmanuel Macron en avait parlé, mais là, on voit pas trop... C'est une très mauvaise solution. J'ai lu des experts qui disent que c'est une très mauvaise solution, parce qu'il faudrait déjà... Finalement, le problème existe aussi au niveau des régions. Et on ne peut pas décentraliser l'inefficacité. Moi, je veux bien. C'est-à-dire que les synergies doivent être absolument trouvées entre les départements, les régions, l'ensemble de ces échelons administratifs dans lesquels on se perd complètement. Mais bien sûr, personne n'a le courage de ça. Mais c'est bien l'une des solutions vers lesquelles il faut aller, justement pour ne pas oublier ces territoires et pour essayer de remettre la classe moyenne au cœur des processus. Je crois que c'est une personnalité qui, à ce niveau-là, on dit que ce n'est pas un homme providentiel ou une femme providentielle, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est le caractère qui va jouer. C'est pas supportable. On voit bien le manque de caractère d'un président ou d'un ministre, c'est un drame. Et je crois que pour arriver à faire passer des mesures, quand on est à la tête de l'État ou même à la tête d'un ministère, il faut y aller. Et il faut aller jusqu'au bout, comme un chef d'entreprise. Il faut aller pourquoi ça n'a pas été fait il y a la démocratie. C'est une partie du sujet, mais la réalité... Il y a un moment où ça ne marche plus. C'est une partie du sujet. Tout à l'heure, je vous parlais de représentation. La réalité, c'est que ces Français ne se sentent plus représentés et qu'une partie des gens, une grande partie des gens qui parlent dans les médias nationaux ne comprennent pas, n'écoutent pas, ne s'intéressent pas à la vie de ces Français-là. Et en fait, Christophe Guilluy, dans son livre donc Les Dépossédés, nous reparle de la crise des Gilets jaunes et il explique que maintenant, en fait, ces Français ont conscience de ne pas être représentés. Ils vivent leur vie tant bien que mal, mais ils ne croient plus et de moins en moins à leur présentation et aux mensonges qu'on leur sert au quotidien. Donc évidemment, il y a un souci d'organisation du territoire, mais D'abord, il y a une question de représentation, parce que si ces gens-là n'existent pas dans la tête des politiques, si on considère qu'en fait le modèle de la métropolisation est le bon modèle à long terme, on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment le modèle absolu et s'il ne faut pas faire en sorte plutôt de réaménager le territoire. Et je pense que pour la plupart des Français, en tout cas pour leur vie maintenant au quotidien, c'est le plus important. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire réaménager le territoire ? Si on continue c'est très simple. Si on continue dans cette idée qu'il n'y a que les métropoles et que le reste des Français de la France périphérique doivent juste s'adapter, je pense qu'on va dans le mur et que si ces Français se disent bon, maintenant on en a assez et on vote pas seulement avec nos pieds, mais on va vraiment choisir un candidat qui nous représente, ça pourra changer le type de représentation qu'on a aujourd'hui. De manière plus large, c'est la crise de la démocratie que vous pointez du doigt. C'est la crise de confiance envers nos institutions, envers les décideurs. Et ça, c'est un vrai souci. Et la crise de la représentation, la crise de la démocratie représentative est en crise. Il faut s'interroger sur les causes de cette crise et y apporter des solutions. Pourquoi pas, par exemple, un peu de participation citoyenne. Nous, au sein du Cercle Orion,
l'Orient, ce qu'on promeut et ce qu'on défend, c'est davantage de participation, précisément pour remettre le citoyen un peu au cœur des processus et avoir le sentiment... Avec des référendums, avec des... Semblant, non, je crois que c'est un moyen parmi tant d'autres. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, je pense, de la régénération de la confiance, mais ça peut être, je pense qu'il y a d'abord, il faut qu'on avance un petit peu. Alexis, vous revenez, on va changer carrément, enfin non, pas tout à fait, changer de sujet. Vous vouliez revenir sur cette invitation qui a été faite à des journalistes, éditorialistes à l'Élysée. Alors voilà, c'est une pratique française, hein, le rien déjeuner, de nouveau. Le off, non, mais c'est quand même... Il n'y a qu'en France qu'on voit des couples journalistes politiques, à la ville comme au travail. Et donc, il y a une collusion, il y a une proximité entre le personnel politique et les journalistes qui posent question. Et ce déjeuner où Emmanuel Macron prêche la bonne parole, finalement, donne les éléments de langage à des éditorialistes de BFM, des Échos, du Figaro, de France Info, France Inter, etc., pose la question de cette pratique-là. Alors, ils appellent ça le off, très bien, mais qu'ils disent qu'ils ont vu à ce moment-là le président de la République qui, à l'occasion d'un déjeuner, leur a dit qu'il ne faudrait pas que les responsabilités triomphent lors de la grève, etc. Moi, ce qui me désole dans la pratique démocratique, c'est que vous avez des pays, prenons les États-Unis, où le président tient des conférences de presse de manière quotidienne, quasiment. Pareil pour la Grande-Bretagne, c'est hebdomadaire, vous avez le Premier ministre qui répond aux questions des journalistes. En France, le président... Enfin, c'est pas pour ça que ça va mieux chez eux. Non, mais c'est quand il veut. Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, je crois qu'il a fait 3 ou 4 conférences de presse, c'est tout. Ça fait pas beaucoup. Ça change quoi ? Mais ça change quoi ? Ça change que c'est public, que tous les journalistes encartés peuvent venir, demander à venir et poser des questions éventuellement, même si c'est extrêmement scripté. Il y a la presse présidentielle, et là encore, c'est un entre-soi quand même, où tout est bien tamisé. Mais ça pose la question, en fait, du rôle de la presse dans une démocratie. Est-ce que le rôle de la presse... Non, mais c'est d'être... un quatrième pouvoir, et donc d'avoir un vrai pouvoir, ou est-ce que c'est d'être un supplétif au pouvoir politique ? Et là, on a clairement un mélange des genres. Si c'était un supplétif. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même d'abord, ça s'est toujours fait. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. C'est pas pour ça que c'est bien, mais j'ai trouvé que c'était aussi une insulte pour ces journalistes à qui on dénie toute capacité à avoir un jugement ou à pouvoir... en disant évidemment que non, ils n'étaient pas là pour mais la petite phrase, pardon, c'est France 5 avec l'émission Média qui a sorti cette phrase avec cette journaliste qui jubilait en annonçant, il y avait quelque chose en révélant cette affaire et qui révélait que des journalistes avaient effectivement, vous avez cité la phrase, repris une phrase sur l'irresponsabilité. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'irresponsabilité. Mais en quoi cette phrase est quelque chose qui serait une sorte de répétition comme des pas des lapins mais comme des perroquets de la parole gouvernementale. Bien sûr, plus la parole. Il répète une phrase, mais c'est pas dire la réforme des retraites est formidable et les Français sont des cons. Attention, ils vont répéter la phrase du président de la République, mais sans dire mais de l'autre côté, vous n'aurez pas la même répétition de phrases de syndicalistes, par exemple, qui vont dire non, cette réforme, il faut arrêter, nous on veut. Vous écoutez France Inter, vous lisez Libération de temps en temps. Non, de moins en moins. Mais parce que justement, ou Le Monde. Mais non, mais qui était invité, Le Monde. Le Monde était invité également. Mais c'est cette pratique-là, en réalité, et ne croyez pas autre chose que c'est un exercice de communication qui fait que oui, finalement, vous avez une parole dominante et qui va insuffler par ces petites touches, finalement, alors vous avez sans avoir le vrai débat. Sophie, on va y revenir. On marque une pause 9h28. 9h28, à tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, mettez-vous d'accord. Avec vous sur Sud Radio, oui, on était en train d'évoquer certaines lenteurs et dysfonctionnements. Juste pour finir sur l'affaire des invitations de l'Élysée, ça s'est toujours fait. C'est vrai que là, le fait qu'on dise de ne pas le dire est peut-être effectivement ce que dit un auditeur. En fait, ce que vous reprochez, c'est que ça n'a pas été public. Mais encore une fois, ce que raconte l'éditorialiste, enfin la journaliste de France 5, me paraît pas être d'une transgression absolue que de répéter une parole du président en la sourçant, disant à l'Élysée, on dit que il n'y a pas eu une sorte de message subliminal passé par tous les gens qui étaient invités. C'est juste que vous avez une relation quand même de connivence. On parle d'un déjeuner, c'est quelque chose de festif quand même entre un président de la République et des journalistes. À 20. Oui, si, quand même. Ouais. Bon, je sais pas, vous ne seriez pas allé, vous ? Ah bah si. Vous savez, dès qu'on peut picoler gratos, moi je suis là. C'est pas sûr.
Un mot sur hier, il y avait un débat sur BFM, débat autour de la réforme des retraites avec Mathilde Panot, Jordan Bardella et Olivier Véran. Écoutez, Mathilde Panot a refusé de serrer la main de Jordan Bardella et de Monsieur Véran. Écoutez. Juste une chose qu'on a remarqué avec Aurélie avant le début de cette émission, vous avez refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de Monsieur Véran ? Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne ? Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord, voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, je sais pas... Elle a peur des virus. Elle respecte les gestes barrières, en fait. Pour une fois que les insoumis respectent. Ouais, mais je sais pas. Non, ce qu'il y a de terrifiant, c'est que cette émission, c'était le banquet d'Astérix, à la fin. Vous savez ? Mais vraiment, je suppose que nos auditeurs ont lu les BD. C'est le banquet d'Astérix. Aussi joyeux ? Ah bah, ils ont mangé un sanglier. Ah oui. C'était la dernière image. La dernière image où il y a le barde et tout le monde se barre. Ah non, c'est la vraie. Tous les Astérix se terminent par une page où tout le village se casse la gueule. Et donc ils se sont cassés la gueule. Moi, c'était effondrant. Autour du sanglier. Oui, là il n'y avait pas de sanglier. Enfin, c'est les retraites peut-être. Mais ne pas serrer la main. Moi, je l'ai vu faire dans des émissions sur LCI. J'ai vu principalement des gens de la France insoumise ou des communistes refuser de dire bonjour à des gens du Rassemblement national à l'époque et même de quitter, de ne pas vouloir débattre avec ces gens-là. Mais on est vraiment dans le triomphe de l'idéologie au détriment des bases élémentaires de bienséance, de courtoisie et de respect de l'autre. Voilà, ex-politique, métapolitique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est complètement... Et donc ça en dit long vraiment sur l'état d'esprit d'un certain nombre de députés et de partis politiques qui baignent en réalité dans le dogme et dans le triomphe de l'idéologie avec leur propre vérité. Leur propre vérité. Je crois que ça, encore une fois, ça doit être dénoncé parce que la République, c'est bien évidemment se mettre autour d'une table et pouvoir débattre avec toutes les sensibilités, mais dans le respect, je dirais, de l'autre. Et ça, je crois qu'un certain nombre de députés aujourd'hui l'oublient sensiblement. Alors Stéphane me dit quelle utilité pour le journaliste de relever ce fait de ne pas serrer la main. On peut dire bonjour sans serrer la main. C'est symbolique, c'est quelque chose d'assez fort. Je suis pas d'accord avec vous, Stéphane. Ça dit quelque chose. Je pense que je l'aurais aussi noté. Oui, c'est un symbole fort et qui ne trompe quasiment plus personne. C'est une vieille tactique politicienne qui vient souvent de la gauche, de l'extrême gauche, qui considère qu'en fait il y aurait certains partis qui seraient légitimes dans le cercle de la raison et d'autres auxquels il ne faudrait pas parler parce que leurs idées seraient mauvaises. La réalité, c'est que si on veut vivre en démocratie et qu'on considère que les Français peuvent voter pour des candidats et élire leurs représentants, ils sont libres de voter pour qui ils veulent et d'élire leurs représentants qu'ils souhaitent. Alors si Mathilde Panot est incapable de comprendre ça, je pense que son parti ne fera pas long feu. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, on le voit bien à LFI, c'est que avec toutes les magouilles internes, en tout cas les affaires internes qu'il y a eu en termes de nomination, des gens qui n'étaient pas proches de Jean-Luc Mélenchon qui ont été mis de côté, on a l'impression que LFI va se casser la figure et ce serait tant mieux vu le comportement qu'elle a non seulement envers le Rassemblement national, qu'elle aurait eu envers Reconquête, évidemment, si on avait été sur le plateau, et qu'elle a eu envers Olivier Véran. Au passage, j'ai un peu honte des femmes dans ces circonstances. Je trouve que Mathilde Panot et Barbecue, là, comment elle s'appelle ? Barbecue. Oui, Sandrine Rousseau. Je trouve qu'elles sont... Oui, on est très... Quelqu'un dit que vous êtes la femme du chef. Sophie, vous avez un petit air... Ou Falbala, c'est peut-être mieux. Bonne mine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient risible, honnêtement. Vous en pensez quoi, Alexis ? Moi, je trouve que c'est pas nécessaire de faire ce type de démonstration. À partir du moment où vous êtes élu de la République, il y a un certain respect qui se fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette Assemblée nationale. Et puis, le vrai problème, c'est de dire effectivement, si le Rassemblement national était un parti pas comme un autre, à ce moment-là, il fallait l'interdire à l'époque où c'était pas possible, où il y avait ce cordon sanitaire. Aujourd'hui, c'est 89 députés. À l'époque du Front national aussi, on se rappelle d'une mandature où Jean-Marie Le Pen avait mis de nombreux députés du Front national au Palais Bourbon. On voit bien qu'il y a une réalité derrière. Il y a des électeurs derrière. Il y a
Marine Le Pen qui est par 2 fois au second tour de l'élection présidentielle. Donc vouloir nier ça et faire en sorte que ce serait une aberration démocratique, là il y a un souci. Donc je pense que le rôle, une fois qu'on est élu, c'est d'accepter ce rôle-là, d'être représentant du peuple et donc de saluer d'autres représentants du peuple en tant que collègues, même si on n'est pas du tout d'accord avec leurs idées et qu'on les combat, mais de manière... Xavier nous dit, un auditeur, ne pas saluer Bardella, c'est aussi irrespectueux pour les Français qui ont voté pour le RN, ou alors il faut l'interdire. Mais au-delà de ça, c'est effectivement le jeu démocratique qui est complètement dénoncé. C'est-à-dire que effectivement, ce sont les Français qui ont voté, vous l'avez dit, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, le jeu démocratique, c'est bien d'être en capacité de se mettre autour de la table et de pouvoir échanger, de pouvoir converser, de pouvoir débattre en confrontant des opinions. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Pas mélanger effectivement les aspects extra politiques que vous avez mentionnés, donc le respect, les règles élémentaires, je dirais, de savoir-vivre et de confrontation, je dirais, pacifique, et les idées politiques. Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que le RN, le Reconquête ou d'autres, ou même l'extrême gauche, on peut en penser ce qu'on veut, mais encore une fois, il faut avoir ce courage de la confrontation et ne pas, sous prétexte que ces partis ne seraient pas fréquentables, fuir sous... Il faut le dire pour tous les partis, parce qu'on a suffisamment ostracisé. À partir du moment où ils sont autorisés et où on élit des gens, on les respecte. Bien sûr, tout à fait. On va parler de la réforme des retraites, des grèves qui s'annoncent avec Sudrail et les cheminots, la CGT qui menace de bloquer, de faire grève pendant les vacances, et puis la grève des remontées mécaniques. La question, c'est quid effectivement de ces grèves qui risquent de paralyser la France, Samuel Lafont? Alors je pense que ça va avoir des conséquences graves pour de nombreux Français si effectivement la SNCF maintient une grève, en tout cas les syndicalistes de la SNCF maintient une grève importante, comme ça a été le cas à Noël et au jour de l'an. Et d'ailleurs je pense que ceux qui ont soutenu cette grève à Noël et au jour de l'an sont trompés, parce qu'on a bien vu que la majorité des Français se sont dit quand même, vous le faites maintenant, on veut voir nos parents, nos familles, en fait, qu'on voit peut-être pas de toute l'année, et vous nous empêchez de le faire au dernier moment. C'est quand même très dommageable pour de nombreux Français. Sur la réforme, en revanche, en elle-même, là, on voit bien qu'il y a une difficulté pour le gouvernement Macron. C'est qu'il explique, encore une fois, il se positionne comme le cercle de la raison. On aurait raison contre l'ensemble des Français, enfin contre une majorité de Français qui sont, en tout cas aujourd'hui, opposés à la réforme. On peut, sur l'aspect rationnel, se dire oui, il faut faire une réforme parce qu'on va vivre plus longtemps. Le problème qu'on voit, c'est que pour de nombreux Français, on a l'impression, je vais reprendre le terme de Christophe Guilluy, qu'on les dépossède de ce qu'ils ont et qu'ils perdent à tous les coups. Là, la réalité, c'est que le pouvoir d'achat baisse de mois en mois pour les Français, pour la plupart des Français. On voit, en tout cas, la plupart des Français, notamment en France périphérique, voient que les services publics sont de moins en moins présents. Et là, on leur dit, en fait, vous allez voir, faites-nous confiance. On fait cette réforme pour que vous ayez des retraites. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Et en même temps, et je termine là-dessus, on a l'impression que le gouvernement distribue l'argent public à tort et à travers, à tort et à travers dans le pays, notamment, pas que, mais notamment en soutenant une politique d'immigration massive, également en ne réglant pas les problèmes d'insécurité qui coûtent à tous les Français, qui peut distribuer de l'argent à l'étranger, et ça les Français le voient. Et donc ils se disent, mais est-ce que le calcul est bon? Est-ce que je peux faire confiance à un gouvernement qui nous dit, vous inquiétez pas, on fait tout bien? Mais non, la réalité c'est que ça va être très difficile pour le gouvernement, et en plus on a vu qu'il y a une mobilisation qui a été objectivement importante le 19 janvier, donc elle risque d'être importante à nouveau le 31 janvier. Oui. Après, je crois que ce que vous pointez du doigt, c'est l'allocation des ressources. Aujourd'hui, dans le pays, on est le pays, l'un des pays, sinon le pays qui dépense le plus en proportion de son PIB pour les dépenses sociales, pour notre État-providence. Et on voit très bien l'état de nos services publics, l'école, notre protection sociale et aujourd'hui les retraites. Et ça, effectivement, les Français s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'on a une inadéquation entre le taux de dépenses par habitant et l'efficience de nos services publics. Donc ça, c'est évidemment quelque chose
c'est très propre au pays d'ailleurs, que de dépenser planche à billets depuis des générations, et on voit aujourd'hui l'état de nos services publics. Donc ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, sur la réforme des retraites en tant que telle, je crois qu'il faut être très pragmatique et très rationnel. Aujourd'hui, cette réforme est nécessaire, et vous avez tous les organismes indépendants un peu sérieux qui vous le disent. On a une espérance de vie. Oui, mais si vous voulez, on est dans une nécessaire et mal faite, c'est un problème. Moi, je me pose la question, il faut être nuancé. Cette réforme, elle est nécessaire. Là, ça devient n'importe quoi. Personne ne comprend cette histoire, effectivement, d'âge limite, d'âge de départ à la retraite, parce que ce n'est pas proportionnel et c'est injuste, on le sait. Quand on a un ministre, Franck Riester, qui dit au fait, c'est très injuste pour les femmes, on se pose des questions. C'est quand même un peu embêtant. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est une réforme qui aurait nécessité qu'on fasse beaucoup d'autres réformes en même temps. Exemple, les seniors. Bon, on n'a pas consulté les entreprises, mais il y a pas. On les entend pas trop. Le Medef, on l'a évoqué hier, ils sont un peu planqués. C'est un peu lamentable. Mais oui, mais il faut dire qu'ils savent plus par quel bout le prendre. Ils n'y arrivent plus. Là, il faut quand même que la réforme passe, parce que qu'est-ce qui se passe si Macron renonce? Parce que tel qu'on est parti là, moi, je dis qu'il faut qu'il tienne le coup, parce que sinon. Donc vous dites qu'elle est nécessaire mais mal faite. Donc c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire qu'on va pas arriver après quand même. On aura déjà. Pourquoi on l'améliore pas pendant? Parce que là, ils sont tellement contre tout qu'aucune amélioration. Personne ne pense à l'intérêt général. Chacun essaie de gagner un bout de gras et de faire tomber Macron, ou de prouver que. C'est ça qui est très embêtant. Il faut penser à l'intérêt général. Les patrons doivent être les premiers à faire, et on est en train d'y travailler, à faire qu'on garde les gens plus longtemps, c'est évident. Mais en même temps, il aurait fallu immédiatement supprimer à Pôle emploi la possibilité de la pré-retraite. Pourquoi voulez-vous qu'un patron, qui a un salarié, qui a envie de s'arrêter, qui va être payé au chômage pendant 2 ans et qui a droit à une pré-retraite, voulez-vous m'expliquer pourquoi il ne le mettrait pas en pré-retraite quand tout le monde le veut? Bon, donc si on veut que les gens travaillent plus, il faut supprimer cette possibilité. Et tout est comme ça, le diable est dans les détails. Cette réforme, c'est n'importe quoi, les gens ne comprennent pas. Quand donc vous dites c'est n'importe quoi, mais il faut la faire. Oui, oui, mais c'est ça le problème. Je tiens à rappeler que les débats commencent la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, donc on va avoir la possibilité justement de débattre. Je pense qu'Elisabeth Borne, s'est montrée quand même ouverte quant à des réaménagements possibles dès lors que les débats commenceront. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il faut cette réforme, c'est un peu c'est vraiment la réforme à supprimer pour abattre et pour avoir Emmanuel Macron. Et là, je crois qu'il faut faire attention encore une fois au jeu démocratique dans le pays. Emmanuel Macron, je le répète, il a été élu quand même sans ambiguïté là-dessus, c'est-à-dire qu'il avait quand même annoncé contre Marine Le Pen. Non, mais d'accord, il a dit que ce vote l'obligeait. Écoutez, le jeu démocratique, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas dès lors que. C'est une perversion du jeu démocratique. Parce qu'il avait quand même. Vous ne pouvez pas donner cet argument en disant il a été élu sur la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il avait mis cette réforme sur la table. Il a été élu contre Marine Le Pen, c'est tout. Oui, mais d'accord, mais on n'oppose pas quand même, on ne s'oppose pas comme ça au jeu démocratique. On va continuer. On aura Alexis Poulain, Samuel Lafont sur ce sujet, et puis Franck Riester, effectivement, qui a fait une petite boulette hier. À tout de suite. C'est pas une boulette, il était sincère. Sud Radio, 9h-10h, mettez-vous d'accord. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Un petit coup de gueule, un petit agacement. Non, on va pas parler du chat de la SNCF. Ça pourrait pu être un coup de gueule en disant mais la place que ça a pris dans les médias. Les chats écrasés, c'est normal. Voilà, avant c'est les chiens, maintenant c'est les chats. Non, je reçois des promotions de la SNCF pour partir en week-end au mois de mai. Je voudrais dire à Monsieur Farandou que je n'ai toujours pas été remboursé, comme de très nombreux Français, des billets de train annulés au mois de décembre. Et que beaucoup de gens ont déjà reçu un remboursement, mais pas le doublement. Donc, toc toc, SNCF, tout oui, le petit. On attend une réponse à Sud Radio. Voilà, on attend une réponse et on aimerait bien savoir quand est-ce que vous rembourserez, puis arrêtez de nous envoyer des promotions pour des trains qui ne partiront pas puisqu'il y aura des grèves. Voilà. Alexis, pour poursuivre notre débat sur la réforme des retraites et ce qu'on disait juste avant, sur la manière
l'air de faire et la réponse des syndicats qui ont visiblement l'intention de bloquer un certain nombre de services publics. C'est ce que disait Sophie, c'est devenu un bras de fer en fait entre Emmanuel Macron et les syndicats et les partis d'opposition qui n'ont plus que ça finalement pour arrêter, pour dire si on veut s'opposer, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après si cette réforme passe, c'est 4 ans de toutes les réformes possibles et imaginables. Donc c'est devenu un enjeu au-delà même de la réforme des retraites. Non mais il faut dire qu'aussi il y a une absence de vista politique de la part d'Emmanuel Macron. Pourquoi vouloir absolument faire cette réforme des retraites maintenant, alors qu'on a une inflation? Mais d'où il n'a pas le choix? Non, mais après il y a les sénatoriales, il y a les Jeux Olympiques, il y a plein de... c'est la fenêtre de tir, elle est là. Je rappelle que les rapports du corps, qui étaient des rapports qui expliquaient qu'en 2022-2023, il y aurait déjà une catastrophe, que les caisses seraient déficitaires, c'était pas le cas. Donc c'est bien de faire de la prospective, mais là on fait une retraite pour... Attendez, il faut sauver le système des retraites pour dans 30 ans, pour les générations futures, etc. Donc on a le temps de faire cette réforme, c'est peut-être pas le moment, sachant que Emmanuel Macron lui-même disait qu'il fallait pas reculer l'âge de départ à la retraite, puisque c'était une arnaque, notamment tant qu'on n'avait pas le plein emploi. Alors là, ils essayent de s'acharner à dire qu'on a le plein emploi, on reste avec des millions de chômeurs en France quand même. Donc c'est un mauvais timing, effectivement. C'est une mauvaise réforme aussi, puisqu'elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mal expliqué, avec un bras de fer avec les syndicats qui n'attendaient que ça pour se refaire aussi, parce qu'il y a les élections syndicales aussi qui sont là. Donc tout est fait pour que ce soit le bordel. Et ça, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est bordéliser. Faire en sorte que ce soit le bordel. Mais si, bien sûr que oui. Et derrière dire, c'est moi, je vais trouver une solution. Non. Il n'y a pas de bon moment pour les réformes de retraite. Il y a des mauvais moments, mais il n'y a pas de bon moment. Ça s'est toujours mal passé. Non, ce n'était pas le moment. Mais maintenant, le débat à avoir aussi là-dessus, c'est pourquoi la valeur travail. Pourquoi aussi dire qu'il faut toujours travailler plus? On a eu ce débat On a fait des gains de productivité incroyables. On a un problème, c'est le partage du temps de travail. Le partage du travail. Pourquoi on a autant de chômeurs? Travailler moins que tout le monde. Mais il y a... Qu'est-ce qu'on fait des millions de chômeurs? Il n'y a pas des millions d'emplois. Mais on n'arrive pas à recruter. Non, il n'y a pas des millions d'emplois. Ils restent au chômage, à préférence chômage. Pas tous. Non, il n'y a pas de préférence chômage, je suis pas d'accord. Alors, pas tout le monde, d'abord. Je respecte complètement des gens qui cherchent vraiment. Allez dans une boîte aujourd'hui, vous n'arrivez pas à recruter. Il y a une gestion du chômage chez certains. C'est peut-être juste les salaires qui ne sont pas là. Oui, alors pourquoi est-ce que je paie le plus les salariés en France? Et pourquoi ont-ils le moins dans leur poche? L'attractivité, tout simplement. Parlez bien dans le micro. Ça, bien sûr, c'est les impôts. Ça, c'est le problème du prélèvement. Mais bien sûr, on pourrait payer 1000 balles dans leur poche, ça me coûte 2002. Ah oui, non, mais bien sûr, ça, c'est un vrai problème. Et puis, on est dans une désincitation au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une propension à rester au chômage plutôt qu'à aller chercher du travail. Donc, c'est ça le vrai problème. Après, le chômage, le taux de chômage a quand même sensiblement baissé quand même depuis quelques temps. Ça, je crois qu'il faut quand même le rappeler. Et on ne peut pas être le seul pays au monde qui avance cet âge légal. Sur la valeur travail, je pense qu'on doit écouter quand même les nouvelles générations en partie qui questionnent leur rapport au travail, le sens du travail. Et non, je pense que c'est véritablement important d'écouter ça. Combien de temps on travaille, quelle est la place du travail dans notre vie, quel équilibre entre la vie personnelle et le travail. Ceci n'empêche pas, Sophie, de dire ce que vous avez dit sur le souci qu'il y a entre la différence entre le brut payé par le patron et le net dans la poche des Français. Parce qu'effectivement, il y a un problème de niveau de salaire en France qui est notamment lié au montant des charges pour les patrons. Quelle est la conséquence très concrète pour les Français? Ils se disent, je suis trop peu payé par rapport à l'effort que je fournis et mon pouvoir d'achat, à cause de toutes les augmentations des impôts, de l'augmentation du carburant, de l'électricité, etc., ce pouvoir d'achat ne me convient pas. Donc les Français, naturellement, logiquement, une partie d'entre eux, en tout cas, se questionnent sur le temps qu'ils passent à travailler par rapport à ce que ça leur permet de faire de leur argent à la fin du mois. Est-ce qu'ils peuvent aussi se projeter dans l'avenir? Est-ce qu'ils peuvent se projeter pour leurs enfants? Parce que on parle de la réforme des retraites. On parle de la réforme des retraites. Mais c'est vrai, justement, c'est un souci. Mais l'échec fait par le gouvernement, c'est une désincitation. Sophie, on ne peut pas attendre à ce que les Français aient confiance en l'avenir, puissent croire le gouvernement pour les retraites à venir et pour le bon état du pays et d'avoir un pays dans lequel leurs enfants seront heureux de vivre, quand eux-mêmes galèrent
au quotidien et ont du mal à finir le mois. Donc ces sujets sont tous liés. On se questionne naturellement sur le temps qu'on passe à travailler quand on a l'impression qu'en fait on n'en gagne pas assez à la fin du mois par rapport au temps qu'on a passé. Oui, parce qu'on l'a évoqué hier beaucoup sur le sens du travail, sur le rapport du salaire. Mais c'est à nous, chefs d'entreprise. Alors on écoute. Oui, mais jamais. comment alors, on est en train, par exemple, à Éthique, de faire un questionnaire qu'on va distribuer à toutes les 16 sociétés, les 16 fédérations adhérentes, sur un questionnement qu'on va distribuer dans l'entreprise. Qu'est-ce qui est vraiment pas agréable dans votre travail? Quels sont les moments que vous préférez? Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer tout simplement l'envie que vous avez? C'est tout bête. Chaque chef d'entreprise peut déjà améliorer dans son entreprise le rapport au travail. Quand vous embauchez une secrétaire, une standardiste à 1 200 € à Paris, vous savez très bien. Déjà, pratiquement. Non, mais standardiste, pardon, je suis un peu vieille, mais vous embauchez quelqu'un à l'accueil à 1 200 €, c'est pas possible quand vous avez une infirmière qui l'accueil, c'est cool. Après comment vous vivez avec 1 200 € à Paris? Mais Valérie, j'ai jamais dit le contraire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ne m'accusez pas. Non, mais vous faites un questionnaire. Je ne peux pas. Non, mais vous faites un questionnaire, la question elle est là. Non, la question pas du tout, parce qu'il y a accueil. Si c'est une question de fric, on oublie tout. Et puis, non, ce n'est pas qu'une question de fric. Demandez à vos fameux jeunes qui veulent des... Je répète l'exemple de l'infirmière qui fait la prise de sang. L'infirmière qui fait la prise de sang dans un labo, qui a 36 ans d'ancienneté et qui gagne 1 800 €. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est un travail qui doit être revalorisé. C'est la valeur travail qui doit être remise. Non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est une question. Il y a un moment où le prix. Mais c'est l'adéquation entre l'effort et le salaire. Mais bien évidemment. Mais ce sont les salaires qui ne paient plus. Et le travail doit de nouveau payer dans le pays. C'est bien le problème qui est là. Oui, mais le problème qui est là, c'est un problème de l'État. C'est pas le problème. L'État, vous ne pouvez pas. C'est sûr, bien sûr. Quand vous avez 1 500 € dans votre poche et que ça a coûté 1000 et que ça a coûté 2002, ça a coûté bien plus que ça. 1 500, ça a coûté 3000. Non, mais si on part sur 1000... Oui. Mais c'est juste pas possible. Et on est en train de dire au patron, le gouvernement qui me dit, vous n'avez qu'à augmenter, il faut augmenter vos salariés. On se fiche de qui? Et l'État, pour se faire bien voir, donne des chèques cadeaux. On a le chèque au retirage, le dernier. C'est de la dette. C'est de la dette. Mais qui paie la dette? Les entreprises. C'est insupportable. Non mais franchement, d'ailleurs, les Français ne sont pas trompés. Ils sont 80% à avoir confiance dans leur entreprise. 80%. Ça a peut-être changé. Non, vous avez refait un sondage, je pense que ça a peut-être changé, non? Non. Xavier nous dit, à la retraite et à 70 ans, j'ai travaillé comme plongeur en restaurant, je ne gagnais pas le SMIC, il m'a fallu payer des impôts supplémentaires à cause de ma retraite et repasser par la case taxe d'habitation pour avoir travaillé 5 mois. C'est kafkaïen. Non, mais c'est ça le vrai problème. Pourquoi on ne s'attaque pas à ça? Non, mais les chevaliers de l'impossible, cette administration qui empêche, cette administration qui fait en sorte que quand vous avez une initiative, il faut passer, mais si fourche codine, des machins, l'octroi, le truc, pour avoir le droit éventuellement à la fin de faire un tiers de ce que vous vouliez faire. Et ce qui est très grave, Alexis, c'est que nous soyons d'accord. Mais non, mais c'est normal. Complètement d'accord. Mais ça prouve que ça dépasse les clivages. Mais bien sûr que ça dépasse les clivages. Là, je parle de simplement... On va pouvoir faire la révolution ensemble. Vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui se vendait sur la révolution, sur le côté entrepreneurial, plutôt Uber dans les banlieues que le chômage. Au final, quand vous faites, même si vous faites Uber, vous êtes de toute façon plié par les charges. Et très vite, vous comprenez que vous travaillez pour l'État la moitié du temps de votre temps de travail. On parlait tout à l'heure des dépenses publiques. Les Français ont l'impression de payer énormément pour pas avoir grand-chose en termes de services publics. Et en plus de ça, les entreprises sont touchées directement parce qu'elles paient des charges trop élevées par rapport au salaire qu'elles peuvent verser véritablement aux Français. Et la question des Français qui se disent est-ce que je dois travailler plus et qu'est-ce que j'y gagne, elle est naturelle. Et elle est de bon sens parce qu'on se dit, est-ce que je peux vivre avec ça? Vous citiez tout à l'heure l'exemple d'avoir 1 200 € à Paris par mois pour vivre. C'est pas possible. Impossible. Il faut que les gens soient conscients. Ceux qui n'en sont pas encore conscients, il faut qu'ils en soient conscients. Dans d'autres grandes métropoles, c'est la même chose. Et en fait, le pouvoir d'achat des Français baisse énormément, on le sait. Mais là, il y a urgence. Il y a une urgence sociale pour les Français. Quelqu'un le numéro de Bruno Le Maire? Oui, il faudrait lui... Karine nous dit, j'ai une amie qui gagne un SMIC, elle n'a droit à aucune aide, alors qu'à côté de ça, une de ses connaissances qui a une retraite plus basse a droit à tout, ce qui même sont revenus à la même chose. Mais elle dit, il est impératif d'augmenter les salaires de base, sinon qui va accepter les postes au SMIC? Ils n'acceptent pas.
Voilà. Non, mais c'est très simple. C'est pour ça qu'ils ne les acceptent pas. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. C'est dommage. C'était intéressant. On a plein de choses. Et nous, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.